Bienvenue chez Red Matters, où nous explorons le monde technologique au Canada du point de vue des gens issus de communautés noires. Nous sommes à l'espace CDPQ avec Wills Théagène, directeur principal en placement privé à la CDPQ et gestionnaire du fonds Équité 25 à la 3. Aujourd'hui, nous allons parler de son parcours, de l'état de la diversité dans l'écosystème technologique au Canada et de l'impact du fonds Équité 25 à la 3. Wills, merci d'être là. Bienvenue. Merci. Salut Phil. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, ça fait longtemps qu'on en parle. Cette entrevue est, comment dire en anglais, long time coming. Je voudrais commencer vraiment du côté un peu plus personnel, comprendre le parcours de qui est Wills et aussi comprendre ton identité culturelle, ton identité ethnique. Parlons-en. Avec plaisir. Je suis né en Haïti, puis dans la région de Croix-des-Bouquets, qui n'est pas trop loin de Port-au-Prince. Mes parents ont quitté Haïti quand j'avais 6 ans pour s'en venir à Montréal. Puis j'ai grandi à Montréal, donc on a habité 1 an à Montréal, puis par la suite on a déménagé à Laval. Donc je suis un produit lavallois. Puis Ça, je savais pas. Ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir dans ma jeunesse. Mes parents nous ont vraiment inculqué des valeurs que je juge extrêmement importantes pour bien réussir sa vie. Et j'essaie de transmettre la même chose à mon garçon. Entre autres, l'éducation et aussi le travail. Le respect des gens, le respect du travail et dans n'importe quelle activité qu'on choisit, de se donner à fond puis de faire le maximum. Donc, je te dirais, ça, c'est resté avec moi. Puis, par la suite, j'ai été à l'université en génie. Ma première formation, c'est en génie chimique. Puis après ça, j'ai décidé de faire une maîtrise en finance. Quand j'ai commencé à travailler, c'était comme ingénieur support aux ventes parce que je voulais vraiment comprendre comment fonctionne le milieu des affaires. Très rapidement, j'ai eu le goût de l'entrepreneuriat, le goût de jouer un rôle stratégique dans les entreprises. C'est la raison pourquoi je suis retourné à l'école faire ma maîtrise en finance. Puis je dirais par la suite, j'ai été travailler dans le domaine de l'investissement. Mon premier emploi en investissement était avec une firme de capital de risque qui s'appelle Hydro-Québec Capitec. C'est un des premiers fonds de technologie propre au Canada. Puis juste pour vous donner une anecdote de ma personnalité, quand je me suis joint à Capitec, je travaillais en même temps pour la compagnie 3M en développement des affaires. J'avais la voiture fournie à un excellent salaire. Puis l'opportunité s'est présentée que Capitec cherchait à engager un employé de façon temporaire pour un contrat d'1 an parce qu'une des employés en investissement partait en congé de maternité. Puis j'ai laissé mon emploi à temps plein à un très, très gros salaire, puis j'ai pris l'opportunité de faire un contrat d'1 an avec une réduction d'à peu près 30 % sur mon salaire parce que je voulais absolument aller dans le milieu de l'investissement. Puis quelques mois plus tard, Capitec m'offre un emploi à temps plein, donc ça a été vraiment payant pour moi de prendre cette décision-là. Puis par la suite, je dirais, au niveau du milieu de l'investissement, j'ai commencé comme analyste, puis j'ai fini comme directeur investissement. À ma 5e année, Hydro-Québec a décidé de quitter le milieu du capital de risque. Donc, je suis parti travailler pour Bombardier dans l'équipe de fusion-acquisition parce que mon objectif étant jeune, c'était toujours de continuer à bâtir mes compétences vers l'entrepreneuriat. Puis, un des éléments qui manquait parmi mes compétences, c'était vraiment de bien comprendre les transactions de fusion-acquisition. Puis, le fait que Bombardier faisait beaucoup de transactions à l'international, pour moi, c'était aussi très, très attrayant. Donc, j'ai joint Bombardier dans l'équipe corpo de fusion-acquisition. J'ai fait plusieurs transactions pour le groupe aérospatial et le groupe transport. La grande majorité des activités du groupe transport, c'était à l'international, entre autres Berlin, Moscou, Argentine. Fait que j'ai fait plusieurs transactions dans ces zones-là que j'ai vraiment aimées. Par la suite, le goût de l'entrepreneuriat a pris le dessus. Puis c'est là que j'ai fondé une entreprise spécialisée dans les fusions-acquisitions avec le secteur des technologies propres pour commencer. Puis par la suite, j'ai vraiment élargi les marchés qu'on adressait. Puis j'ai réussi vraiment à partir de cette entreprise-là avec beaucoup de succès parce que avec Capitec et mes autres expériences chez Bombardier, j'ai vraiment bâti un excellent réseau de partenaires, de clients potentiels pour faire des mandats de fusion-acquisition. Wow! Tout un parcours. Oui, c'est vraiment... Je suis très content. Je dirais, il y a un élément qui a toujours guidé mes choix. Quand je faisais le saut d'un endroit à un autre, c'était d'abord toujours continuer à bâtir mes compétences, aller chercher les compétences que je n'avais pas. Le deuxième élément, c'était toujours trouver des emplois qui me permettaient d'évoluer, puis de continuer à avancer, à évoluer, puis qui me donnaient de plus en plus de responsabilités. Parce que je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais devenir entrepreneur. Ouais. Comment est-ce que tu penses que
ton vécu en tant qu'homme noir au Canada a influencé ton parcours professionnel? Je dirais que mon vécu a été l'élément principal de mon parcours professionnel parce que quand j'étais plus jeune, j'avais pas cette réalité-là. J'ai même eu une période où je doutais un peu de qui j'étais, mais j'ai réalisé avec le temps que ma culture, d'où ce que je viens, c'est la plus grande force que j'amène dans une organisation, c'est la plus grande force que j'amène avec les gens que je côtoie tous les jours. Donc, Ta culture haïtienne. ma culture haïtienne. Pour moi, c'est extrêmement important, les valeurs que j'ai eues de la culture haïtienne. Puis, je dirais qu'avec le temps, j'ai appris à être transparent par rapport à la différence que la culture haïtienne amène, puis comment me servir de cette différence-là pour bien m'intégrer dans les organisations. Plus jeune, j'essayais toujours de m'intégrer en copiant les autres. Avec l'âge, j'ai appris la meilleure façon de s'intégrer, c'est d'être soi-même. D'abord, de trouver un endroit qui nous accepte comme on est, et après ça, d'être soi-même. Puis, en étant soi-même, on vient amener une saveur dans les organisations qui permet aux organisations d'être meilleures au niveau de la prise de décision, au niveau de la productivité, au niveau des idées, de l'innovation. Fait que tous ces éléments-là sont inculqués dans moi. Puis le peuple haïtien, vous le savez, l'histoire d'Haïti, on est encore Haïti, c'est encore un pays qui a beaucoup de difficultés, mais le peuple haïtien, on est persévérant. On n'a pas peur du risque, on est persévérant. Ça m'a bien servi, puis souvent, tu sais, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, des jeunes comme toi là, qui bâtissent des belles carrières, puis je leur dis toujours, c'est important d'être vous-même. Puis je trouve que c'est de plus en plus difficile, surtout dans des organisations qui sont très structurées, qui ont une façon de faire les choses. Quand on arrive, puis on est jeune, on essaie toujours de s'adapter, mais il faut être soi-même. Puis je dirais aussi que ça nous permet de mieux découvrir les gens. Tu sais, je pense que la capacité d'aller vers l'autre, la capacité de se présenter comme on est, puis d'accepter l'autre comme il est aussi, je pense que ça amène des ouvertures qui font des super relations au niveau du travail et même au niveau personnel. Alors, en parlant de ça, comment a été ton expérience de bâtir le Fonds Équité 25 à la 3 au sein d'une grosse organisation? Oui. Bien, je dirais, puis juste avant, Phil, je vais faire le lien aussi avec le fonds, dans le sens que j'ai vécu beaucoup d'injustices aussi dans ma jeunesse, quand je suis rentré sur le marché de l'emploi. J'ai vécu beaucoup d'injustices en tant qu'homme noir, dans les organisations, en tant qu'homme noir dans le milieu de la finance et de l'investissement. Puis, c'était très, très important pour moi de m'assurer que ceux qui viennent après, un, vivent pas ce que moi j'ai vécu, et deux, ont autant de chances que les autres qui ne sont pas de notre communauté. Donc, j'ai toujours gardé ça en tête à travers tous les obstacles que j'ai eus. Puis, je te dirais, ça a été un des éléments vraiment importants dans la naissance du Fonds Équité 25 à la 3 parce que la thèse même du Fonds, c'est la parité dans l'entrepreneuriat. La parité dans le sens que si on regarde les divers groupes de la diversité dans l'entrepreneuriat, que ce soit les femmes, les minorités visibles, les communautés autochtones, les communautés LGBTQ, leur représentation dans l'entrepreneuriat versus leur représentation dans la population québécoise, canadienne, il y a vraiment une très, très grande différence. Fait que l'idée, c'est comment on amène la parité, comment on ramène de la justice, puis comment qu'on vient combler la différence de richesse. Puis je pense qu'un des éléments qui m'a vraiment marqué pour le fonds, c'est vraiment ce qui s'est passé avec la pandémie. Je pense que l'élément déclencheur, c'est la mort de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter, la sortie des gens par rapport à l'injustice sociale, mais après, la pandémie nous a aussi fait réaliser que quel que soit ce qui se passe dans les pays en développement, si on ne porte pas attention à leur bien-être, ça va nous rattraper. Puis, pour moi, la thèse de ce fonds-là, c'était vraiment ça. Comment qu'on aide les communautés de la diversité à se positionner à l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat, c'est une ouverture vers le monde. L'entrepreneuriat permet de créer des emplois. L'entrepreneuriat permet d'éduquer. Puis, quand j'ai eu cette idée-là, j'ai rapidement communiqué avec deux autres collègues qu'on s'est mis à travailler sur l'idée de base. Après ça, une quatrième personne s'est jointe. Mais en gros, avec Tom Birch, Martin Laguerre, Barbara Boucher, on a construit le Fonds Équité 25 à la 3. Je dois dire que la Caisse a été exceptionnelle dans la réception de cette idée-là, de l'initiative, en partant de notre PDG, Charles Lemond, du comité de direction. On a eu un support incroyable de l'organisation pour mettre ça de l'avant.
Puis avec le support de Tom et Martin, nous avons réussi à à vraiment ancrer l'initiative à l'intérieur de la Caisse pour vraiment en faire le succès que c'est aujourd'hui. Ouais, et pour mettre un peu plus de contexte sur le fonds, c'est le plus gros fonds au Canada, avec un fonds de 250 millions, c'est ça? Exactement. Axé sur la diversité. Exactement. Qu'est-ce que ça prend pour créer le momentum interne pour pouvoir créer quelque chose de cette magnitude-là? Je te dirais, ça prend... Tu sais, on a réussi à mettre sur pied une initiative qui s'attachait très, très bien à la philosophie de la Caisse, puis le fait que la Caisse est un leader au niveau de tout ce qui touche les initiatives ESG. En 2017, on avait annoncé notre initiative au niveau des changements climatiques qu'on a revisé aussi dernièrement. Puis là, on voulait vraiment s'attaquer au S. Hein? On a beaucoup parlé de la diversité de genre, puis on voulait aller encore plus loin. Fait quand que nous, on est arrivé avec l'initiative, la Caisse commençait déjà à réfléchir comment on pouvait aller beaucoup plus loin que juste la diversité de genre. Donc, ça a été très bien accueilli. Par la suite, c'était vraiment de rassembler les différents groupes, que ce soit au niveau de notre équipe d'investissement durable, les ressources humaines, les différents portefeuilles, pour vraiment mettre une vision commune de comment la diversité va se vivre à travers la Caisse. Oui, le Fonds Équité 25 à la 3 est un véhicule d'investissement qui met en avant la diversité, mais dans cette conversation-là, on a aussi beaucoup discuté à l'interne. Comment nous, à la Caisse, on veut vivre la diversité, comment on veut positionner la Caisse pour mieux attirer les talents puis augmenter la diversité à l'intérieur de l'organisation. Donc, ça a été vraiment je dirais, c'est une petite initiative qui a commencé, qui est devenue très, très grand à l'interne pour nous et aussi au niveau de notre portefeuille. Mm-hmm. Et juste pour en parler, pour les gens qui peut-être ne connaissent pas le fonds, c'est quoi les paramètres? C'est quoi le... Oui. Comme tu disais tantôt, c'est un fonds de 250 millions qui vise à encourager les entreprises qui utilisent la diversité comme vecteur de croissance et aussi encourager les entrepreneurs issus de la diversité. L'objectif, on appelle le fonds Équité 25 à la 3 parce que 25 à la 3, c'est la cible que les compagnies doivent atteindre. Donc, quand on investit dans une entreprise, elle a jusqu'à 5 ans après notre investissement pour atteindre une représentation de 25 % à 3 niveaux. Sur son conseil d'administration, dans l'équipe de gestion, dans l'actionnariat. Et 25% de... 25 % de personnes issues de la diversité. Puis pour nous, quand on parle de personnes issues de la diversité, c'est vraiment dans le sens inclusif. On parle de... Puis c'est toujours par rapport à leur représentation entrepreneuriat versus population générale. Donc, les femmes, les minorités visibles, communautés autochtones, les communautés LGBTQ, les personnes handicapées, etc., etc. Donc, c'est une définition inclusive. Donc, quand on investit, 5 ans plus tard, la compagnie doit avoir 25 % de personnes issues de la diversité. Conseil d'administration, équipe de gestion, actionnariat, les 3 conditions doivent être réunies. Okay. Puis nous, on donne un plan d'accompagnement pour aider l'entreprise à augmenter la diversité. Excellent. Et c'est à quel stage, quel type de chèque? En ce moment, on a eu beaucoup de réflexions là-dessus, puis on fait aussi beaucoup de travail dans l'écosystème parce que l'objectif du fonds et de la Caisse, c'est de s'assurer, oui, qu'il y a de l'argent disponible, mais qu'on a un écosystème complet pour les entrepreneurs. Maintenant, nous, au niveau du Fonds Équité 25 à la 3, on est un fonds stade croissance. Ça veut dire, si je prends une compagnie technologique, nous, on investit à partir de la série B et plus. Fait qu'on peut faire B, C, D, etc. Et du côté que j'appellerais la moyenne entreprise, nous, on commence avec des compagnies qui ont au moins 1 million d'EBITDA. Fait que c'est les 2 thresholds. Fait que c'est vraiment un fonds de croissance. Puis, quand on regarde l'écosystème, à l'autre extrême, on a les futurpreneurs, BKR Capital, Face Coalition, qui sont plus pre-seed seed. Puis clairement, tu sais, ce qu'on constate, Phil, c'est que entre le seed et nous, il y a vraiment un gros gap. Et même, je dirais, au niveau du seed, il manque de capital puis il manque de fonds. Donc, parmi les éléments qu'on adresse dans nos conversations avec nos partenaires, les partenaires de la diversité, c'est comment on fait pour remplir ce trou-là, puis quel rôle que nous, on peut jouer pour aider. Puis j'ajouterais même que, tu sais, au pre-seed aussi, c'est pas juste le seed, c'est vraiment parce que il y a beaucoup d'initiatives que c'est, des loans. Et il y a un écart entre cet accompagnement-là pour débuter une compagnie et être prêt pour une injection d'argent, tu sais, pour la croissance. Absolument. Puis ce que tu viens de dire, on l'entend beaucoup des entrepreneurs qui sont en pre-seed et même en seed, ils nous disent, mais tout le monde, ils veulent tous me donner des prêts, personne ne me donner de l'équité. Ça, c'est un enjeu. L'autre enjeu qui ressort beaucoup, c'est l'accompagnement. Ils nous disent,
Maintenant que je peux avoir accès à un peu de capital, ben, j'ai besoin d'accompagnement aussi parce que l'univers des entrepreneurs de la diversité, c'est un univers beaucoup plus jeune. Puis certains entrepreneurs ont besoin d'expertise, ont besoin d'accompagnement. Fait que nous, on vise vraiment à adresser le capital, l'accompagnement et aussi le réseau. Fait que je te dirais, c'est vraiment les points qui prennent tout notre temps là, et notre attention. Absolument. Et de ma perspective, avec le travail que j'ai fait depuis la dernière année et quelques, je vois la même chose. C'est les 3 choses que tous les entrepreneurs ont besoin, Ouais. mais comme il y a plus de barrières d'accès à chaque, c'est comment on réduit ces barrières, on crée des opportunités. Puis je pense qu'on en a parlé un peu tantôt, Phil. La vision, c'est vraiment de toucher un marché qui est sous-exploité présentement. Le marché des entrepreneurs de la diversité, qui va être le marché où ce qui va bâtir les futures super entreprises au Québec et au Canada. Puis, pour être capable d'atteindre cette vision-là, ben ça nous prend des compagnies de qualité. Mais pour avoir des compagnies de qualité, ça prend un funnel, ça prend du volume. Ouais. Mais pour avoir du volume, ça prend des fonds qui vont investir en pre-seed, en seed, et ça prend des investissements directs aussi. C'est ce qui manque en ce moment. Oui, absolument. Et en parlant de ça, vu ton positionnement dans l'écosystème, tu as vu vraiment toutes les compagnies qui sont spécifiquement gérées par les entrepreneurs noirs. Ça a l'air de quoi le pipeline? Je dirais en termes d'opportunités de croissance, en termes d'entreprises qui cherchent des investissements de 5 millions et plus, il y a définitivement un manque. En termes de plus en early stage, il y a un manque de compagnies tech. Il y a un manque de compagnies tech au niveau des entrepreneurs de la communauté noire. Je pense que la perception en ce moment, c'est que la grande majorité des entreprises plus jeunes chez la communauté noire, c'est des family business qu'ils disent en anglais, là, restaurants, salons de coiffure, épicerie. Je pense qu'on est dans un tournant. Je pense que ce modèle-là, les jeunes entrepreneurs, c'est pas le modèle qui les intéresse. Le modèle qui les intéresse, c'est la tech. Puis, clairement, il y a beaucoup de travail à faire pour aider les entrepreneurs noirs à pouvoir partir leur entreprise. Je pense qu'avec tout le travail qu'on fait, les gens commencent à voir qu'il y a un certain changement, mais on est loin d'avoir atteint le point où qu'on a assez de volume pour se dire que dans quelques années, on va avoir des licornes gérées par des entrepreneurs de la communauté noire. Je trouve que avec le travail qu'on fait dans 25 à la 3, l'élément le soir, quand je me couche, qui me frappe toujours, c'est il faut aller plus vite. On va pas assez vite. Ça prend plus d'argent, plus d'accompagnement, plus de support, parce qu'au rythme qu'on va actuellement, il va falloir attendre 5 ans avant de voir des premières licornes, puis c'est trop long. Il faut aller plus vite. Comment ta perspective a changé quand vous avez commencé le fonds jusqu'à maintenant? Genre, c'est quoi les gaps que tu vois aujourd'hui que peut-être on n'était pas au courant? Yeah. Moi, je dirais ce qui m'a le plus frappé de ce que je pensais versus la réalité, c'est comment les entrepreneurs de la diversité, les entrepreneurs noirs issus de la diversité, comment ils se sentent isolés? Comment ils se sentent seuls? Souvent, dans mes conversations, les entrepreneurs nous disent, je me sens seul, j'ai pas l'impression que les gens vont m'aider, j'ai pas l'impression qu'il y a de l'argent disponible. Je vois d'autres entrepreneurs qui sont pas de la diversité, qui reçoivent du financement, qui reçoivent de l'accompagnement, puis moi, j'ai l'impression que je suis seul. Puis, dans nos conversations, on parle beaucoup de love, si je peux dire. C'est dans le sens qu'on prend le temps de les écouter. Ouais. Ça arrive sur une base fréquente que je vais rencontrer des entrepreneurs que les entreprises sont trop petites pour moi, mais je vais prendre le temps de leur discuter avec eux, comprendre les enjeux, ensuite m'assurer que je les réfère à la bonne personne. Fait que je te dirais, ce point-là a été un des points qui m'a beaucoup frappé. Le deuxième point qui m'a énormément frappé, c'est faut se rappeler que le 25 à la 3, on a commencé nos activités pendant la pandémie. De voir la réaction des entrepreneurs de la diversité, que ce soit des communautés autochtones, que ce soit de la communauté noire ou autre, quand ils ouvrent leur écran, puis ils voient une équipe de gens de la diversité qui leur parlent, la réaction dans leur visage et dans leurs yeux, c'est dès l'ouverture de la caméra, on sent un certain degré de confort. Fait que je pense que cette connexion-là... C'est de la connexion, la confiance en quelqu'un. Exactement. Genre le trust. Je cherche le mot exactement. français, là, mais... J'ai trouvé ça très précieux. J'ai trouvé ça spécial, cette connexion-là. Oui, absolument. Puis c'est là que je me suis dit, wow, on a mis le doigt sur quelque chose de grand. On a mis le doigt sur quelque chose qui va transformer le Québec et le Canada. On est en train de bâtir l'entrepreneuriat de demain. Absolument. Et tu étais là au cocktail de Rep Matters.
quand tu es dans une pièce, puis il y a plein d'entrepreneurs qui sont noirs, plein d'investisseurs, plein de joueurs dans l'écosystème, l'énergie, il y a tellement d'énergie. Parce que c'est tellement rare de se sentir aussi accepté puis être dans un environnement où tout le monde travaille dans le même domaine et nous ressemble. Oui, puis je pense que c'est un très bon point, Phil. Puis je vais ajouter à ça aussi que d'abord, nous, la communauté noire en affaires, c'est nouveau pour nous se regrouper tout le monde ensemble, avoir une même vision, bâtir vers un même objectif. Mais en même temps, je tiens à souligner les entrepreneurs puis le support qu'on reçoit des gens qui ne sont pas de la diversité. Absolument. Tu sais, dans le cocktail de Rep Matter, dans d'autres événements, ils sont là, ces gens-là, ils nous supportent. Absolument. Je les invite tous. C'est génial aussi de voir ce rassemblement-là. Ouais. En parlant de ça, j'aimerais savoir, premièrement, j'aimerais savoir, toi, dans ta vie, comment des sponsors, des mentors et d'autres alliés t'ont aidé dans ton parcours et comment les entrepreneurs noirs peuvent penser à approcher des mentors, etc. J'ai pas eu la chance d'avoir des mentors. Je te dirais, quand j'étais plus jeune, par exemple, quand j'étudiais en génie, il n'y avait pas personne d'ingénierie dans ma famille. Je cherchais à avoir des mentors, mais je connaissais personne. Avec le temps, j'ai appris à voir l'importance des mentors. Mais je te dirais, à ce stade-ci de ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir des sponsors. Puis c'est ces gens-là qui m'ont vraiment aidé. Je trouve que quand je regarde soit les étudiants, les entrepreneurs issus de la diversité, ou même les professionnels de la diversité dans les organisations, ce qu'on a besoin, c'est des sponsors. Des gens qui vont dire, cette personne-là, elle a du talent, elle va avancer notre organisation. Fait qu'on va la prendre par la main, puis on va la faire monter. Ouais. C'est ce que je vois pas assez. C'est ce que j'aimerais voir beaucoup plus. Dans mon cas, c'est sûr que ça fait 5 ans que je suis à la caisse. Après ma 3e année, mon besoin d'être entrepreneur était plus fort que le reste. Donc, j'ai dû trouver une façon, avec le support de l'organisation, de créer... D'être un entrepreneur. C'est ça, d'être un entrepreneur. Mais j'ai réussi à faire ça parce que j'ai des gens comme Tom Birch, comme Martin Laguerre, qui sont là. Tu sais, Tom est toujours là pour m'accompagner, échanger des idées, me supporter. La même chose pour Martin. Fait que ces gens-là, sans eux, 25 à la 3, j'aurais jamais pris naissance. Puis c'est très important. Je trouve que il faut, dans les organisations, je sais que les organisations ont comme focus d'augmenter la diversité. Ils cherchent partout les moyens de le faire, mais le volet recrutement est une façon importante, mais aussi la promotion est une façon super importante parce que les gens, quand ils arrivent, ils vont regarder s'il y a des gens qui leur ressemblent dans des positions importantes. Donc, prenez le temps à l'intérieur de vos organisations, trouvez les gens qui ont le potentiel, puis prenez-les par la main, puis aidez-les à monter. Tu sais, je pense que le sponsorship, pour moi, c'est un élément très important. Alors, Will, parle-moi de l'impact que le Fonds d'équité 25 puissance à la 3 a eu à date. Je dirais à deux niveaux. D'abord, sur l'écosystème. Je pense que rapidement qu'on a lancé le fonds, les institutions, les consultants, les banques, toutes les entreprises se sont tournées vers nous pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'univers de la diversité. Fait qu'on est devenu un peu le fédérateur de l'écosystème. Donc, on joue ce rôle-là pour s'assurer qu'on bâtit un écosystème de qualité. Puis, l'information qu'on recueille, on va vouloir partager. Tu sais, on a quand même eu presque 2 ans de connaissances profondes sur l'écosystème. Fait que c'est sûr que pour nous, partager cette information-là va être un élément. Le deuxième point, c'est les transactions qu'on a réalisées. On a réalisé 4 transactions depuis le lancement du fonds. Entre autres, on a investi dans BKR Capital, qui est géré par Isaac et Lise, premier fonds Seed Technologies, géré par 2 personnes de la communauté noire qui ont déjà fait plusieurs investissements. Et focus sur les entrepreneurs noirs. Exact, focus sur les entrepreneurs noirs. Ils font un excellent travail. Entre autres, ils ont investi dans Goody, qui est une entreprise, une plateforme en ligne de vente de produits durables de 2 entrepreneurs de Montréal, 2 entrepreneurs noirs de Montréal. On a investi aussi dans Applyboard, qui est une plateforme EdTech. 3 frères iraniens qui ont bâti une entreprise pour permettre aux étudiants étrangers de pouvoir venir étudier aux universités canadiennes, aux États-Unis, en Angleterre, et faire la gestion complète de leur demande auprès des universités. L'entreprise, existe depuis 6 ans. Dernière ronde de financement, l'entreprise a une valorisation d'à peu près 3,2 milliards. Donc, puis le PDG, Martin Bazira, a gagné l'entrepreneur immigrant de l'année. Donc, ça, c'est l'exemple de ce que 25 à la 3 amène dans l'écosystème. Je dirais parallèlement,
on mesure aussi les objectifs de diversité. Donc, quand on fait un investissement avant notre arrivée, on mesure l'entreprise est à quel stade, puis à chaque année, on revise la progression de l'entreprise. Puis, je tiens à mettre l'emphase sur notre troisième critère, qui est 25 de détention d'actionnariat par la diversité. L'objectif, en ayant des compagnies à succès, quand il va y avoir des événements de liquidité, soit de vente d'entreprise ou de financement, on est en train d'enrichir un bassin de personnes issues de la diversité qui vont eux-mêmes enrichir leur communauté, qui vont devenir des futurs entrepreneurs, des futurs membres de conseil d'administration, etc., etc. Donc, le volet pourcentage actionnariat amène vraiment un changement au niveau de la parité de la richesse. Ouais, non, ça c'est super important et peut avoir des impacts vraiment long terme sur des villes, sur des communautés. S'il y avait quelque chose ou quelque chose que tu aimerais que les entrepreneurs issus de la diversité sachent pour les aider dans leur parcours, ce serait quoi? 2 éléments. Je dirais d'abord, il faut qu'ils soient conscients, malgré les obstacles, malgré les difficultés qu'ils traversent, que le moment est venu pour eux maintenant d'avoir accès aux éléments qui vont les aider à avoir du succès. Capital, accompagnement et réseau. En ce moment, c'est disponible. Ça ne l'était pas il y a 5 ans. En ce moment, s'ils veulent du capital, ils savent où aller. Ils peuvent venir me voir, ils peuvent aller te voir, on va les amener à la bonne place. S'ils veulent l'accompagnement, ils peuvent venir me voir, ils peuvent aller voir Groupe 3737 ou d'autres. S'ils veulent un réseau, ils savent où aller. Donc, pour moi, c'est le timing, the time is now. Comme ils disent en anglais, le moment est maintenant. Donc, il faut vraiment qu'ils s'accrochent puis ils réalisent leurs rêves. Le deuxième point, c'est persévérance, persévérance, persévérance. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. La clé du succès, c'est la persévérance. Il faut qu'ils tiennent leur bout, qu'ils continuent à pousser. Puis c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Et s'il y avait certaines choses ou une ou deux choses que tu aimerais que les gens à l'intérieur de la CDPQ sachent vis-à-vis du Fonds Équité 2543 ou de ton parcours, ce serait quoi? Je dirais... j'espère que... je suis pas sûr que les gens à l'intérieur de la Caisse réalisent l'impact que 2543 a présentement sur l'écosystème et même à l'interne, mais aussi l'impact qu'eux, ils ont à travers 2543 sur l'écosystème. Parce que ce fonds-là existe parce que les gens à l'intérieur de la Caisse ont décidé de supporter cette vision-là. Puis, je vois énormément d'initiatives à l'interne par les différentes équipes au niveau de la diversité depuis le lancement du fonds. Fait que je pense j'espère que les gens sont fiers parce qu'on a un impact significatif à l'interne, que ce soit au niveau de notre travail de tous les jours, de notre recrutement auprès du jeune talent, de la rétention des gens de la diversité. Et aussi, on a un impact majeur sur l'écosystème. Fait que ces éléments-là, pour moi, sont importants, mais j'en suis extrêmement fier de voir qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et c'est quoi les plans pour le 2543? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis une personne ambitieuse, fait que je veux plus d'argent. Ouais, c'est sûr. Je veux que ce soit encore plus gros. Je veux aller plus vite. J'aimerais ça qu'on ait plus d'argent. J'aimerais ça qu'on puisse élargir notre vision en termes de critères d'investissement. J'aimerais ça qu'on puisse supporter plus de fonds, seed, parce que c'est ce qui manque dans l'écosystème présentement. Ouais, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, Wills, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. Très apprécié. Merci beaucoup, Phil. À bientôt. Ouais, à bientôt. Puis merci encore de me donner l'opportunité de discuter de 2543 puis de diversité. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette édition spéciale de Rep Matters avec Wills Théagène de la CDPQ. Suivez Rep Matters sur LinkedIn, Twitter et Instagram à Rep Matters_Tech pour plus d'informations sur ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat technologique noir au Canada. Vous pouvez aussi suivre les comptes de la CDPQ en suivant les liens ci-dessous. À la prochaine.